Bonjour et bienvenue sur ce nouveau podcast. Aujourd'hui, avec un peu de retard, je vous l'accorde, le programme il va être chargé puisqu'on va débriefer la première nuit de WrestleMania 42. C'est John Cena qui va ouvrir ce WrestleMania en costard, en tant que hôte. Il va s'adresser à la caméra en disant que ça lui fait tout bizarre de ne pas descendre cette rampe en courant. Bon, chose qu'il va finir par faire puisque la rampe de WrestleMania elle est quand même vachement balèze et très très longue et qu'il faut coller au programme puisqu'il faut mettre plein de pubs. Vous l'aurez compris, cette nuit 1 ne m'a pas trop plu. Bref, on reviendra dessus au fur et à mesure des matchs. Et donc il arrive au ring, alors c'est tout marrant parce qu'il veut poser un petit peu avec les fans, communier en faisant ses poses, avec, comme ça en levant les bras, sauf qu'il peut pas, puisque son costard il est beaucoup trop cintré, du coup il lève pas très haut les bras, et c'est plutôt marrant, moi ça me fait rire. Et donc il nous dit tout simplement bienvenue à WrestleMania, on va passer un week-end de fou, ça va être trop bien, spoiler, coup-ci coup-ça. Voilà. Et donc ensuite on coupe, on part à un promo package pour nous hyper WrestleMania qu'on est déjà en train de voir. Mais bon, c'est pas grave, toujours production de fou WWE, donc plutôt cool. Et donc on enchaîne avec directement le premier match qui ouvre cette nuit 1 de WrestleMania, qui est le match Six-Man Tag Team. Donc d'un côté on a Hell Knight, yeah, avec les Usos qui affrontent la Vision, composée de Logan Paul et de Austin Theory, les champions par équipe de Raw. Et ils sont accompagnés de iShowSpeed, donc le fameux streamer américain qui doit être le premier, si ce n'est dans les premiers streamers les plus suivis du monde. Alors, le problème de ce match, c'est qu'il avait rien à foutre sur une carte de WrestleMania. C'est pas un très bon opener parce qu'au final, tout ce qu'on va retenir de ce match, c'est l'aftermatch. On va pas retenir grand chose de ce match qui d'ailleurs a duré 7 minutes. Un temps un peu limite pour un match de WrestleMania, je dirais. On ne dépasse pas les 10 minutes. En gros, à la fin, on retient rien du match. C'est-à-dire qu'on va retenir le finish. À la fin, on a iShowSpeed qui fait une misco avec Logan Paul, qui va envoyer LA Knight directement dans la gueule à Logan Paul. Austin Theory va faire « Ah gros, iShowSpeed, t'es méchant, donc viens m'aider, qu'on gagne le match ». Il y a encore une misco entre iShowSpeed et Austin Theory. Austin Theory se prend le BFT de Hell Knight, yeah. Et ensuite, les gentils sont contents, ils s'en vont. Logan Paul, il revient, il fout une patate à iShowSpeed parce qu'il n'est pas content. Il a dit « Tu m'as volé mon WrestleMania moment », voilà. Et donc, il se dirige directement vers la table des commentateurs. iShowSpeed est placé par Logan Paul sur la table. Logan Paul, on s'y attend, il va faire son spot Logan Paul, c'est-à-dire monter sur le poteau, faire un frog splash directement sur la table des commentateurs. Sauf que les gentils n'étaient pas partis très loin. Et ils vont venir sauver iShowSpeed. Et c'est iShowSpeed qui va faire le spot Logan Paul. Donc pour un max de clics, voilà. Alors je me dis que ce match, déjà, avait rien à faire sur la carte de WrestleMania. Ensuite, je me dis, qu'est-ce que ça va raconter après ? Spoiler alert, j'ai vu Raw, les Usos, ils vont pas forcément repartir vers les matchs, vers les titres par équipe. LA Knight, il va partir sur autre chose. En fait, là, ce combat va terminer le programme entre LA Knight, les Usos et la Vision. Voilà, donc la Vision a perdu, mais garde quand même les titres, donc il reste quand même un peu fort. Et iShowSpeed, en fait, qu'est-ce que ça va raconter ? Alors, est-ce que c'était juste pour les clics ? Alors, oui, c'est juste pour les clics. Son frog splash est plutôt joli et tout, c'est cool. À la fin, tous les gentils y hit avec iShowSpeed. Du coup, qu'est-ce que ça raconte ? Pas grand-chose. Ou alors, si on se creuse bien la tête, et là, c'est un truc qui me fait un peu peur, mais que je suis un peu curieux de voir, comme pour voir cette curiosité un peu morbide pour voir un accident de voiture. C'est-à-dire que moi, j'ai tout de suite pensé à un Speed versus Logan Paul à SummerSlam. Parce qu'on le sait depuis, je crois que c'est 1 ou 2 années, SummerSlam se déroule sur 2 nuits.
Donc, il va falloir combler les matchs. Alors oui, je préférerais que ça soit des catcheurs qui comblent les matchs, mais bon, la vision de WWE, c'est pas celle-ci. La vision WWE, c'est faire du clic. Donc, tu mets Logan Paul face à IShowSpeed dans un ring de catch WWE. Autant te dire que là, ça va cliquer à mort, qu'ils vont se faire une pub de bâtard, et que du coup, ils vont rayonner encore plus, et que voilà, le catch passera toujours au second plan. Moi, je le vois comme ça. Je pense qu'on va se diriger vers un Paul contre Speed à SummerSlam. Après, est-ce que ça m'enchante? Que très moyen. Est-ce que je suis quand même curieux de voir ça? Bah oui. Bah oui, ça va être bizarre, ça va être un peu malaisant, ça va être chelou. Ça va être chelou. Mais en tout cas, donc, victoire des gentils de Hell Knight et des Usos sur la vision à Show Speed. Voilà, et ensuite on enchaîne avec le second match. Jacob Fatu contre Drew McIntyre dans un match non sanctionné. Match qui aura duré environ un petit quart d'heure. Alors quand je dis la durée des matchs, c'est de cloche à cloche. C'est pas, on compte pas les entrées dedans, hein. Sinon les matchs auraient été très très courts. Là ils sont juste très courts. Voilà, bref. Alors là encore une fois, rien à voir, enfin rien à faire sur une carte de WrestleMania. Il y a, pour un match non sanctionné, je trouvais qu'il n'y avait pas tant d'intensité que ça. On retrouvera d'ailleurs beaucoup plus d'intensité dans un match de la nuit précédente entre par exemple Logan Paul, non pas du tout, entre Finn Balor et Dominique Mysterio, mais après pas besoin d'aller sur la nuit 2 pour voir un peu plus d'intensité dans un match, puisqu'on avait Gunther et Seth Rollins après. Bref, ce Jacob Fatu contre Drew McIntyre m'a pas mal déçu, parce que je m'attendais, c'est quand même deux gros bonhommes. Drew McIntyre, on l'a déjà vu dans des matchs hardcore, dans des matchs à stipulation, il peut être très impactant, on l'a vu dans le Hell in a Cell avec CM Punk par exemple. Là non, là, non, je ne l'ai pas trouvé si impactant que ça. Jacob Fatu, qui doit représenter quelque chose d'assez sauvage, d'assez brutal. J'ai pas ressenti ça non plus. Alors oui, il se fout de quelques mandales, c'est marrant et tout, mais pour un match non sanctionné, ça, je dirais que ça bande mou un petit peu, quoi. En plus, le match va se terminer par un truc qui me plaît pas forcément. Après, je comprends en ayant vu Raw où il voulait aller. Mais du coup, Jacob Fatu va remporter la victoire sur Drew McIntyre. Alors oui, Drew McIntyre va certainement partir en tournage sur Highlander avec Batista et Henry Cavill. Ça va être un grand remake. Bref, mais du coup, Jacob Fatu va se diriger plutôt vers le titre poids lourd à Raw. Donc je comprends cette décision, mais je suis vraiment déçu. En plus, cette stipulation, pour moi, elle perd énormément, puisque Jacob Fatu va gagner sur un moonsault qui va faire passer Drew McIntyre à travers une table. Et donc 1, 2, 3. Donc pour un match non sanctionné terminé par un compte de 3, je trouve ça un peu limite. Moi, j'aurais bien vu une fin avec soumission. Genre, tu fais taper ton adversaire, c'est quelque chose de fort. C'est impressionnant, quoi. Ou alors un décompte de 10, comme on peut l'avoir dans les Last Man Standing. Là, non. Non, 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 Jacob Fatou, 1, 2, 3, et puis on n'en parle plus. Un match qui va être très vite oublié pour ma part, j'avoue. Alors, on enchaîne avec ce premier match de championnat, donc qui est le four-way entre non, je vous la garde pour la fin. Entre les championnes par équipe qui sont Nia Jax et Lash Legend, les forces irrésistibles, comme elles aiment s'appeler. Ensuite, contre elles, on a Alexa Bliss et Charlotte Flair qui sont pas amies mais qui sont quand même amies. Et on a Bayley et Lyra Valkyria qui étaient pour moi les chouchoutes et que je voulais voir championne. Mais il manquait une équipe, puisque Nikki Bella, on le savait, sa cheville, elle tenait qu'à un fil. Enfin, elle tenait qu'à un fil. Non, elle s'est tordue la cheville. Donc, elle avait la cheville blessée. Et donc, ce match, pour les Bellas, était en suspens. Alors pendant un temps, on avait des rumeurs comme quoi si Nikki pouvait pas catcher, elle serait remplacée par Kairi Sane et Asuka, les Kabuki Warriors. Sauf que là, on voit les Bellas arriver, enfin les Bella Twins arriver, et Nikki prend le micro, elle dit qu'elle ne veut pas enlever ce WrestleMania Moment à Brie.
Oh, quel dommage. Moi, j'aurais bien préféré voir Asuka et Kairi Sane. Bon, je me dis, bon, bah là, voilà, c'est foutu. On va voir les Bella Twins. Elle va nous enlever sa béquille et dire qu'elle est médicalement. Enfin, elle est cleared médicalement. Sauf que bah non, elle dit que bah non, sa cheville elle va pas bien et qu'elle pourra pas catcher, mais elle veut pas enlever ce moment à sa sœur Brie. Et du coup, elle a appelé une copine. Et là, musique, Paige arrive. Donc, retour de Paige dans la compagnie depuis un bon petit moment. Hein. Elle avait fait un petit tour du côté de AEW où elle était d'ailleurs devenue championne. Alors, qu'est-ce que je pense de ce retour ? Et bah pas grand chose. Pour moi, c'est un petit pétard mouillé. Pour moi, ils auraient mieux fait de la garder pour le Raw après WrestleMania. Puisque, en fait, pour moi, elle a rien à foutre en équipe avec Brie Bella. Surtout qu'elles vont gagner les titres par équipe. Pas avec le tombé. Paige va d'ailleurs faire le tombé. Ce que je trouve vraiment dommage. Puisque, bah, en fait, c'est SO 2014. Hein. D'ailleurs, sur cette carte, c'est SO 2014, hein, la division féminine. Hein. Les Bella Twins, Paige, et puis Edge Lee après. Bon, bref. C'est mon côté rageux qui ressort un petit peu. Mais qu'est-ce que ça va raconter derrière ? C'est-à-dire que, en plus pour les Bella Twins, c'est vraiment dommage de gagner les titres par équipe pour Brie, alors que la première équipe un peu officielle à la WWE, en tout cas féminine, c'était les Bella Twins. Alors de leur temps, il n'y avait pas les titres par équipe, mais du coup, c'est quoi l'histoire ? C'est que Brie, en fait, son premier titre par équipe, il n'est pas avec sa sœur. Voilà. Moi, je pensais que justement on allait se diriger. Alors, ils l'ont fait gagner. Je dis bon, il y aura un autre match par équipe le lendemain à Raw, un peu comme il s'était passé l'année dernière avec Becky, Lyra et le Judgment Day. Et que du coup Paige et Brie perdent ce titre et que du coup Nikki tape Paige en disant que c'est de sa faute que sa sœur a perdu les titres et que du coup après elles iraient chercher les titres par équipe en solo et on serait parti sur une rivalité SO 2014. Mais au moins ça racontait quelque chose. Mais là ça raconte pas grand chose. Alors ça veut pas dire qu'ils vont pas raconter ça sur le long terme. Après, est-ce que j'ai envie de voir les Bella Twins sur le long terme à la WWE ? Pas du tout. Je préférerais qu'on mette un peu plus en avant Bayley et Lyra Valkyria, par exemple. Surtout qu'en plus, ce match à 4 équipes, il a duré que 8 minutes 30. C'est digne d'un main event de Raw ou de SmackDown. Alors, le match, il est plutôt sympa, tu vois, mais c'est pas digne d'un WrestleMania. Donc là, on est sur 3 matchs qui sont pas dignes d'un WrestleMania. Donc, j'ai un peu le seum. Alors, je passe un bon moment parce que j'ai quand même la chance de le regarder pas en direct, donc je peux passer les pubs. Et en plus, je le regarde avec quelqu'un, donc on peut échanger. Il y a tout ce côté où on peut le vivre avec quelqu'un. Et ça, c'est cool. Mais à côté de ça, sur le ring, c'est pas digne d'un WrestleMania, quoi. Et donc, je trouve pas ce choix de faire gagner Brie et Paige les titres par équipe. Je le comprends pas, il est pas logique. Bref, deuxième match de championnat de la soirée. En plus, deuxième match de championnat féminin où on voit s'opposer la championne intercontinentale Edge Lee qui défend son titre contre Becky Lynch. Alors, j'avais pas grand-chose à attendre de ce match, ou en tout cas, j'en avais rien à cirer, j'avoue, puisque la rivalité durait depuis bien trop longtemps, et je voulais qu'on passe à autre chose. Bon, résultat, en vue du finish, je pense qu'on va pas passer forcément à autre chose, ou en tout cas, si on passe à autre chose, je comprends pas trop, puisque à la fin du match, en fait, Becky Lynch va enlever la protection du coin du ring, et Edge Lee va se prendre la teutée dedans, Manhandle Slam, et Becky Lynch remporte la victoire. Alors, qu'est-ce que ça raconte derrière ? Eh ben, ça raconte plus l'histoire entre Jessica Carr et Becky Lynch, puisque ça fait plus d'un match qu'elles se prennent un peu le chou toutes les deux. Voilà, Becky Lynch, Edge Lee passe un petit peu au second plan, j'avoue, dans ce match-là. Alors, elle fait très bien le taf. Hein. Je le disais dans ma prédiction où je la trouvais un petit peu rouillée. Là, franchement, ça déroule plutôt bien. Elle a un selling de fou malade, notamment quand elle se prend le coin du ring. On a l'impression qu'elle est morte sur le coup. Ça, elle fait boum.
terminé. Donc c'est plutôt marrant à voir, mais en vrai, ça n'a pas sa place sur une carte de WrestleMania, encore une fois. Donc 4e match qui n'a pas sa place, en plus ça dure moins de 10 minutes. Donc allez, à la limite, main event de Raw ou de SmackDown, mais pas main event qui clôture l'un des shows weekly. Hein. On est sur un main event tranquillou bilou. Hein. Donc nouvelle championne intercontinentale, Becky Lynch, 3e titre hissé. Donc plutôt cool pour sa carrière. Après, plutôt cool pour une carte de WrestleMania. Non. Voilà. C'est un match pas pire, pas mieux, mais c'est, encore une fois, c'est décevant. Vous voyez, c'est pas ouf. Et enfin, là, il y a mon petit moment de plaisir. Là, j'entends la musique de Gunther. Et là, je me dis, ah là là, je vais voir du bon catch. Ça va être trop bien. Donc, on a un Gunther qui arrive. Il est vraiment sobre. Il est prêt à péter des bouches. Vraiment sobre. Son manteau noir, son slip noir. Tout est noir. Tout nickel. Il est sobre. Il bouge pas. Pas un pet de jeu, le type. Et ensuite, on a Seth Rollins qui arrive. Il a les yeux noirs. Il a une veste toute percée avec de la fumée qui sort et tout. Il est beau. Les enjeux sont justes. Qui sera le meilleur des deux catcheurs? C'est de l'exhibition pure. Et là, je me dis, là, on va voir un bon match. Parce qu'on a certainement 2 des meilleurs talents du roster principal. Et ben, j'ai pas été déçu. Alors, il faut savoir que Gunther ne va pas attendre le début du match pour aller péter Seth Rollins. Hein. Seth Rollins n'aura même pas le temps de rentrer dans le ring, me semble-t-il. Et du coup, le match va se délocaliser au niveau de l'extérieur, ça va être du toi à moi, et les 2 catcheurs vont se retrouver de part et d'autre du ring. Alors Seth Rollins, il va faire des doigts parce que, tu comprends, il est pas content contre Gunther, donc ils vont rentrer sur le ring, et là, la cloche sonne plutôt. C'est beaucoup mieux, et là on a le droit à du vrai catch. Alors, en fait, l'histoire va être racontée, c'est que Gunther, il est imprenable. Rollins, il va galérer, il va avoir quelques petits ascendants, mais rien de vraiment très transcendant. Et donc, c'est quand l'action va encore se dérouler, se délocaliser au niveau de l'extérieur, vers la table des commentateurs, où Gunther, d'ailleurs, va faire un beau powerbomb sur l'éperon du ring, puis ensuite sur la table des commentateurs qui ne va pas casser. Et là, je pense que Rollins, à mon avis, il a dû en chier sa race au niveau de son dos. Parce que bordel de merde, ça avait l'air très très stiff. Quand je vous disais qu'il y avait beaucoup plus d'intensité dans ce match qui était un match classique plutôt que le match non sanctionné de Fatou et de McIntyre, c'est que là, vraiment, là, Rollins, il a pris cher, quoi. Et donc ensuite, Gunther, il va enchaîner. Il se dit, la table, elle a pas cassé. Pourquoi je mettrais pas Rollins sur cette même table et que je le pèterais pas encore une fois sur la table? Sauf que la Rollins va contrer en pedigree, donc pedigree sur la table, et ensuite Seth Rollins, alors il va aller récupérer un peu plus loin, et là alors ça a été mal produit, mais par WWE, chose qu'ils font assez rarement, mais ça a été très mal produit parce que là arrive de nulle part Bron Breakker, sauf qu'en fait on a un plan, ou un espèce de plan où en fait la caméra, on dirait qu'elle attend quelqu'un, c'est-à-dire que le plan il change trop vite, et du coup on voit Bron Breakker qui arrive, qui détruit Seth Rollins avec un spear. Et là, on se dit, pourquoi il n'y a pas de disqualification? Pourquoi l'arbitre n'a pas fait sonner la cloche pour disqualification, puisqu'il y a intervention? Et c'est qu'en fait, l'arbitre, il était occupé avec Gunther, pour lui demander si ça allait. Sauf que ça a été mal produit, puisqu'on l'a pas vu, ce truc. Ou alors, on l'a vu vraiment en second plan. Donc, bref, on finit par comprendre parce que on n'est pas con non plus. Et donc, Bron Breakker se délocalise plus vers la rampe d'entrée. Enfin, avant tout ça, il met Rollins sur le ring. Il se délocalise sur la rampe d'entrée. Gunther revient sur le ring. Il pète Seth Rollins. Et là, 1, 2, 3, victoire de Gunther. Après le match, Gunther, lui, il est content, il a gagné. Rollins, il est blasé, donc il peine à sortir du ring, il commence à se relever, et là, on voit un plan de caméra où on a Bron Breakker qui
enfin qui court tout le long de la rampe de WrestleMania. Comme je vous l'ai dit dans l'intro, la rampe, elle est longue. Il nous tape le sprint de sa vie. Et là, il nous fait un spear plutôt moche. Mais on comprend qu'en fait, il a détruit Rollins et que les affaires ne font que commencer entre les deux. Pourquoi j'ai adoré ce match? Alors déjà, parce que dans ce match, c'était du pur catch. On a une histoire qui nous a été racontée. Ensuite, même si Gunther n'a pas gagné clean, ça va raconter quelque chose. Et ça va poser des graines pour une histoire qui se racontera peut-être pour le WrestleMania d'après. Ou peut-être même pour dans plus longtemps. C'est-à-dire que là, on a vraiment cette histoire entre Bron Breakker et Seth Rollins qui se raconte toute seule, puisque Breakker a causé avec ses épaules énormes la défaite de Rollins, donc forcément Rollins va être revanchard là-dessus. Mais d'un autre côté, Gunther, il n'a pas gagné clean. Et en fait, les échanges avant Raw entre Rollins et Gunther, c'était que Gunther, il en avait marre que Rollins, il se dise meilleur que tout le monde. Que Gunther, il était là et que lui, il était meilleur. Sauf que là, Rollins, il va pouvoir aller dire à Gunther, mec, tu te dis meilleur que moi, mais t'as pas pu t'empêcher d'avoir une intervention pour me battre. T'arrivais pas à me battre sans personne. Et là, maintenant, voilà, tu as eu besoin d'une intervention. T'as pas gagné le match clean, donc tu n'es pas le meilleur. Et donc je pense que ça va raconter quelque chose d'un peu plus grand. Alors on sait tous que du coup Rollins va partir avec Breakker en rivalité, et que Gunther certainement partira avec Lesnar, parce que oui, il partira avec Lesnar à SummerSlam en rivalité. Mais ça peut nous raconter un truc un peu plus sympa sur le long terme. Donc c'est pour ça que j'ai adoré ce match qui a duré 18 minutes de cloche à cloche, donc sans compter le début du match qui n'a pas été comptabilisé, ou les entrées. Donc là, on a eu le droit à un vrai truc qui avait sa place sur WrestleMania. Et ensuite, on enchaîne avec le titre mondial féminin qui est défendu par Stephanie Vaquer contre la gagnante du Royal Rumble de cette année, Liv Morgan. Ce match, c'est une honte. Alors pourquoi c'est une honte? Parce que tu as Liv Morgan et Stephanie Vaquer qui sont des super catcheuses. Tu as Stephanie Vaquer qui est certainement la catcheuse la plus talentueuse avec Yoskai dans le roster principal, et tu lui fais faire 6 minutes de catch. Du à toi, à moi, tout simple, où rien n'est raconté dans ce putain de match. C'est pas un bon match. Les entrées durent plus longtemps que ce match, en fait. On a Liv Morgan qui rentre. Alors, bon, elle arrive en Pandi Panda. Hein. Elle a 2 cocards. Elle a un œuf sur la tête parce que, Stéphanie, elle lui a fait rentrer. Elle lui a fait un tête-à-tête avec Roxane Perez. Bref, c'est assez impressionnant à voir. Hein. D'ailleurs, tout son visage vraiment est tuméfié. Et c'est assez impressionnant. Donc, ça peut mettre vraiment de l'emphase sur le match. Ça peut raconter quelque chose. Et ben non. On nous raconte une Stephanie Vaquer qui n'est pas du tout brutale. Qui, en fait, on a essayé de nous la vendre vraiment comme quelqu'un de très impressionnant, qui est difficilement prenable sur un ring. Et là, en fait, Liv Morgan, elle arrive à la prendre en 6 minutes. Alors oui, il y a des interventions. Il y a l'intervention de Roxane Perez qui arrive pour détourner l'attention de l'arbitre, et on a Raquel Rodriguez qui arrive derrière, ou peut-être l'inverse, je sais même pas, j'ai rien retenu de ce match, c'était nul. Et donc du coup, par intervention, Liv Morgan remporte ce titre. Et pourquoi avoir mis ça sur WrestleMania? C'est même pas digne d'un main event de Weekly. C'est nul, ça raconte rien, surtout qu'on va savoir que après, apparemment, Stephanie Vaquer n'en a pas fini avec Liv Morgan. Elles auraient pu nous faire un super match, mais il fallait faire un match court certainement pour nous mettre des pubs et des bandes annonces pour le documentaire sur Hulk Hogan. Voilà, c'était vraiment nul à chier. Vraiment, là, c'est une grosse déception parce que j'aime beaucoup les 2 femmes dans un ring. Elles sont vraiment, elles avaient quelque chose à nous apporter. Elles pouvaient nous offrir un truc vraiment digne d'un WrestleMania. Et en fait, on leur a pas laissé le temps. On leur a booké de la merde. Vraiment, c'était à chier. Vraiment, je suis très en colère sur ce match. Ça m'a
Après un Seth Rollins-Gunther, je suis vraiment là. Le soufflet retombe. Le soufflet retombe. Je m'étais dit, ah bah non, 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 vraiment, là, et puis, il faut dire une chose, c'est que sur cette nuit 1, on a eu 3 matchs féminins, 3 matchs, mais on s'en carre les steaks, quoi. On a juste eu le retour de Paige, qui est un moment un peu marquant, mais là, on s'en fout. On s'en fout. Les pauvres femmes, elles ont une écriture qui n'est pas digne de leur division, parce qu'elles ont des choses à nous raconter. Et là, non, c'est tout pourri. C'est tout pourri. Voilà, bref. Alors, on va enchaîner parce que bon, bah, Liv Morgan a gagné, nouvelle championne mondiale, voilà, tout ça, ça va être cool. Bon, bah, ça a amené au début de Sol Ruka le lendemain à Raw. Bon, ça, c'est une très bonne nouvelle. Bon, après, c'est certainement que Sol Ruka arrivera pour faire un match à WrestleMania l'année prochaine de 3 minutes. Enfin, bref. Non, là, c'est de la rage. Je suis désolé, je m'agace pour rien. Bref, on va enchaîner après ce match avec un petit angle où John Cena revient pour nous dire eh ben c'est cool, on est quasiment 50 000, enfin on est 50 000 et des patates, et c'est cool, j'espère que vous passez une bonne soirée. Spoiler. Voilà, et là on a la musique de Bianca Belair. Alors là on se dit, ah, Bianca elle arrive, bon elle est pas en tenue, donc bon, pas, ça sera pas pour un match un petit peu impromptu ou quoi. Donc elle arrive, elle dit que le public lui manque, que le ring lui manque aussi, de catcher lui manque, parce que bon, ça fait quand même enfin, ça fait une année complète qu'elle n'est pas là pour une blessure au doigt. Alors, on va apprendre que en fait, c'est pas juste une blessure au doigt. Bah, c'est parce que Madame est tombée enceinte. Alors, félicitations. John Cena, il dit félicitations, c'est trop bien. Et puis John Cena permet la petite boutade de, eh bah, du coup, mon compte de tout à l'heure, il était pas bon. On est 50 000 et des patates, plus 1. Voilà. Donc, bah, là, la boutade est faite. Bon, c'est un petit moment sympathique, un peu plus léger, bon, qui n'avait pas forcément sa place sur une carte de WrestleMania. Ouais. Je suis juste content de voir Bianca Belair, mais bon, c'est pour qu'elle reparte pendant 1 an et demi, donc petite pause pour elle. Voilà, elle aura certainement d'autres choses à nous raconter quand elle reviendra, et ce sera très cool. Ça sera très cool. Mais bon, voilà, donc petit moment un peu plus léger pour nous préparer et nous mettre dans un bon mood pour le main event que j'attendais énormément malgré l'arrivée de Patoche, n'est-ce pas, dans cette route de WrestleMania et dans cette rivalité qui n'avait pas besoin de Patoche pour raconter quelque chose de sympathique. Alors, là, ça commence. Clip impeccable, belle prod, qui nous récapitule toute la rivalité, tous les liens qui peuvent lier Randy Orton et Cody Rhodes, où Randy Orton, c'est vraiment le mentor de Cody, qu'il est parti pour revenir et tout péter, et Randy Orton, il a toujours eu les petits yeux sur le titre de Cody Rhodes. Et bien voilà, donc là on est dans une belle emphase, donc bah, dans le clip on a Patoche quand même, mais bon bref, ça vraiment belle prod, et du coup bon, on oublie un peu Patoche. Sauf que Patoche, bah, on l'oublie pas trop vite, puisque bah, c'est le premier à faire son entrée, avec sa musique de con là, et puis ses lunettes de con, et puis son air de con. Bref, alors il fait très bien le con, hein. Vraiment il est talentueux pour faire le con, c'est peut-être naturel, je ne sais pas. Bref, il est là, il fait ses trucs de con, et donc du coup, voilà. Ensuite, entrée de Randy Orton. Et là, paf. Alors on a une belle entrée, hein. Il doit mettre 5 minutes avant d'arriver au ring, mais c'est Randy Orton. Visage fermé, concentré sur ce qui va se passer. Là, on se dit, la vipère, elle est de retour. Il est pas là pour enfiler des perles, il va essayer de poutrer Cody Rhodes. Et là, donc il arrive sur le ring, hein, bien 5-10 minutes après, puisque là, la rampe de WrestleMania est très longue et que Randy marche très lentement. Et là, musique de Cody Rhodes. Enfin non, même pas musique de Cody Rhodes. Là, on a toute une emphase avec sur l'entrée les anciens costumes de Cody Rhodes, hein. On a avec sa tenue de 2008 quand il a fait ses débuts dans le roster.
On a son costume de Undashing Cody Rhodes avec son masque qui était là pour lui protéger le nez quand il s'était pété le nez. On a le costume de Stardust, voilà, et on a sa tenue de retour. Donc tout ça un petit peu en mode Iron Man. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Cody arrive, donc tout de doré et de blanc vêtu. Là, on se dit, là, c'est le Cody des grands jours. Là, c'est le Cody qui va pas rigoler, qui va péter des fions. Et là, on se dit, là, c'est putain de stars. Déjà, les deux, ils arrivent, on se dit, c'est les deux stars qui sont dans le main event. Là, on rigole plus. Et puis, on a Patoche. Patoche qui décide de, pendant l'annonce officielle, de mettre un petit coup de micro à Cody Rhodes. Donc, le match n'a pas débuté encore, la cloche n'a pas sonné. Et donc d'essayer de défoncer Cody Rhodes, donc avec l'aide de Randy Orton bien sûr. Donc alors il est marrant, mais je trouve que ce côté marrant n'a rien à foutre dans la rivalité entre Cody et Randy. Bref. Donc Cody finit par se dépatouiller de Randy Orton, il l'envoie, je crois qu'il lui fait une épaule au poteau, voilà, Randy fait dodo. Et là il nous chope le patoche, il nous fait un Crossroads, c'est pas facile à dire. Il se délocalise vers la table des commentateurs, et là, qui c'est qu'on voit? On voit Jelly Roll. Et Jelly Roll, il fait « Vas-y, mets-le-moi sur la table, je vais faire une descente du coude. » Jelly Roll, il fait une descente du coude sur Patoche. Et là, il y a le service médical qui arrive et qui embarque Patoche. Alors, et du coup, on se dit « Ah Patoche, on le verra pas tout le match, donc c'est cool. » Spoiler, que je suis énervé. Bref, Patoche s'en va, alors il fait le truc du pouce avec le doigt d'honneur à la fin, il est un peu rigolo. Voilà, on peut vraiment pas lui enlever ça, c'est juste qu'il a pas sa place dans cette rivalité, et dans le main event de WrestleMania surtout. Et là, donc du coup, on a un main event qui commence entre Cody Rhodes et Randy Orton. Et là, je me dis, ça va être cool. Pour être très honnête, j'ai pris mon pied. Moi, j'ai pris mon pied. J'ai adoré toute cette emphase. Randy Orton qui nous fait passer toutes ses émotions via son visage. Le mec, c'est un putain d'artiste. C'est un putain d'acteur. Parce que Cody, il va pas être le Cody con. Il va être le Cody qui va poutrer le dos de Randy Orton. Et Randy Orton, ça va être tout le long du match. C'est ce qu'il va essayer de raconter. C'est que son dos, ça le fait souffrir. Et son dos, si ça le fait souffrir, c'est parce que toutes ces années, il a fait des RKO, il est tombé sur le dos, voilà, et on le sait tous, il était parti des rings pendant quasiment plus d'un an, même plus d'un an, à cause de ce dos. Donc voilà, plutôt cool. Super match de catch. Alors, tac, je relis mes notes parce qu'on est en podcast, j'ai le droit. Alors oui, ils finissent par se piquer leur prise. Un met le RKO, l'autre met le RKO. Il y a eu le Crossroads qui est fait par Randy Orton. On rajoute à ça un peu de couleur puisque Randy va saigner, et Cody aussi d'ailleurs. Voilà, puis Cody, bon, c'est toujours très impressionnant parce comme il est blond, il est même pas blond, il est blanc, et donc du coup le sang est vraiment, ça fait rouge vif et tout, c'est vraiment très très impressionnant visuellement, et ça aide pas mal. Et va arriver ce ref bump où il me semble que c'est Cody qui va mettre les doigts dans les yeux de Randy. Donc on a vraiment un Cody des grands jours, des Cody qui restent focus, qui utilisent tout ce qu'il faut pour poutrer Randy. Et là, on ne sait pas d'où sort le RKO, mais Randy fait le RKO sur, il me semble que c'est Charles Robinson, l'arbitre, mais en tout cas sur l'arbitre. Et, et du coup, en fait, on ne sait pas pourquoi, parce que Cody lui met un APOC, il est en face, et Randy, il RKO le mec qui est derrière. Alors je comprends l'idée, c'est pour dire qu'il voit rien, et du coup, il fout son RKO à qui est le plus près, mais je trouve ça un peu con. Bon, après, on va passer à autre chose, parce que le match est bien. Et là, par contre, quand j'ai vu l'arbitre par terre, je me suis dit, putain, je suis sûr qu'on va avoir un run-in de Patoche. Et ça a pas manqué. On a notre Patoche qui arrive en courant, lunettes, protection à la nuque,
et maillot d'arbitre. Alors déjà, qui lui a filé un maillot d'arbitre? Putain de bordel de merde. Là, la suspension d'incrédulité, elle en prend quand même pas mal un coup. Et donc, bref, le mec arrive, il fait... parce que entre temps Randy a repris le contrôle du match, il fait 1, 2, dégagement de Cody. Mec, tu t'appelles Patoche. Ton catcheur préféré, c'est Randy Orton. Tu veux qu'il remporte le main event. Pourquoi tu tapes pas plus vite par terre? Tu m'étonnes que Randy Orton, après, il te fout un RKO. Et là, ensuite, on rush la fin, puisque RKO sur Patoche. Cody se relève, Crossroads. 1, 2, 3, victoire de Cody Rhodes. Cody Rhodes, toujours champion. Match trop cool. Finish à la con. Surtout qu'à la fin, Randy va vouloir reprendre sa hit. C'est-à-dire que Cody va célébrer, il va être là, oui, je suis champion, c'est trop cool. Sauf que Randy va se pointer derrière, va lui piquer la ceinture, va lui foutre un bon coup de ceinture dans la gueule. Décidément, quand Cody Rhodes est champion, il se prend pas mal de fois sa ceinture dans la tronche. Bref. Et ensuite, là, on voit Randy qui va dans le coin. Et là, on se dit, putain, le punt. Et il va lui foutre le punt. Il va reprendre le titre. Et il va poser à la fin avec ce titre. Pas en le soulevant. Non, juste posé sur la carcasse de Cody Rhodes mort. Alors, on l'a vu après WrestleMania, Cody Rhodes est reparti. Il est cleared médicalement. Enfin, il est reparti sur ses pieds. Il n'a pas eu besoin des médecins pour le faire partir. Bon, après, il faut savoir qu'on a vu sa gueule et que le mec, c'est un panda. C'est-à-dire que Liv Morgan, c'est une rigolote à côté. Il est tuméfié au possible. Il a un œil au beurre noir qui est noir comme du charbon. Et en plus, là, on a appris récemment que j'ai été voir les médecins et ils m'ont dit que je pourrais garder mon œil. Donc, c'est quand même allé un peu loin, je trouve, ce punt. Mais bon, il a l'air d'être opérationnel, puisqu'on l'a vu à Raw le lendemain. Mais ça, j'en parlerai un petit peu dans le second podcast qui arrivera ces prochains jours, quand je parlerai de la nuit 2. Et voilà, donc WrestleMania se termine sur cette image. Alors qu'est-ce que ça raconte? Ça va raconter que peut-être on va avoir un Randy Cody Rhodes, la revanche à SummerSlam. Voilà. Si c'est le cas, pourquoi pas avoir fait gagner Randy Orton à ce moment-là? Parce qu'ils avaient dit que Patoche, si Randy perdait, serait plus là. Alors oui, ça c'est une bonne nouvelle. Alors il faut qu'ils s'y tiennent. Mais faut que Patoche, il ne revienne pas. Il ne revienne plus. On veut plus le voir. Voilà. C'est ça. Ça serait la bonne nouvelle de cette nuit 1. Parce que cette nuit 1, faut dire qu'elle a été vraiment en demi-teinte. Alors, comme je l'ai dit précédemment dans le podcast, c'est que moi, j'ai quand même eu la chance de le voir en différé. Donc en VOD. Donc, j'ai juste regardé les entrées, les matchs et les clips de feud. D'ailleurs, clips de feud, il y en avait que pour le main event. Donc voilà, c'était cool. Mais tous les gens là, qui se sont baffrés quasiment 2 heures de pub, que ça soit de la pub ou la bande-annonce de la nouvelle émission autour de Hulk Hogan, bordel de merde, je comprends que vous ayez le seum intersidéral. Parce que là, pour le coup, alors Christophe Ajus le disait très bien pendant Catch Attack, à l'époque, et je suppose qu'il le dit encore, mais que WrestleMania, c'est le Super Bowl du catch. Et là, c'est de plus en plus le cas, j'ai l'impression, parce que vraiment, le Super Bowl, dès qu'il y a un petit temps mort, paf, on met une petite pub. Là, c'est pareil. Et en plus des pubs qu'on se baffre sur le ring, sur les chaises, non, pas sur les chaises, sur les tables, autour du ring, et en plus les bandes annonces qu'on se tape pour les films, les machins, les bidules, les chouettes, putain, sur un show de 3h43, on a 1h30 de catch. Et ça, c'est vraiment triste. Parce que c'est censé être la fête du catch. Sauf que la fête du catch, ça n'a plus la tête d'une fête. Là, c'est un weekly amélioré.
Là, cette nuit 2, c'est un weekly amélioré. Alors, il y a deux matchs qui s'en sortent bien. C'est Gunther contre Rollins et puis le main event, malgré la fin. Ce que beaucoup de gens oublient, c'est par exemple, beaucoup de monde ont chié sur le match entre Cody et Randy. Faut pas oublier le voyage, même si on est déçu de l'arrivée. C'est-à-dire qu'on a quand même eu un super match. Vraiment, c'est très bien. Ça a été très bien raconté ce que Randy et Cody ont voulu nous raconter pendant leur affrontement. Seulement, bah oui, c'est la fin des soies. Et donc voilà. Donc c'est sur ce mood un peu chelou que bah, moi j'ai terminé cette nuit 1. Et donc voilà. J'étais vraiment un peu deg. Voilà, j'ai eu cette chance aussi de le voir avec quelqu'un, donc ça avait un petit peu monté l'ambiance, si vous voyez ce que je veux dire. On était un peu plus dedans plutôt que de le regarder solo. Mais voilà, un mood un peu mi-figue, mi-patate, je dirais, avec deux bons matchs et le reste très très oubliable. Et les autres matchs qui n'avaient pas leur place sur cette carte de WrestleMania. Donc voilà, il me reste plus qu'à clôturer ce podcast catchesque, si je puis me permettre. On se retrouve d'ici quelques jours pour la nuit 2, que je vais enregistrer dans la foulée. C'est pour ça que je ne changerai pas de vêtements. Je suis pas un gros crado, c'est juste que j'enregistre le même jour, ok? Bref. Euh, et puis voilà, il me reste plus qu'à vous dire à la prochaine, à dans quelques jours pour la nuit 2. Et puis si vous êtes fan de cinéma, et on peut se retrouver aussi sur la chaîne de la Horde Sauvage Podcast Cinéma où où on organise avec les copains des podcasts autour du cinéma, vous l'aurez compris. Je vous mets le lien dans la description et puis il me reste plus qu'à vous dire la bonne soirée ou la bonne journée. Restez curieux. C'était Mika. Salut!